Eh bien, merci pour votre accueil. Nous allons traiter un sujet d'actualité. Le monde est un peu malade et on peut vérifier tous les jours que ceux qui ont le courage de dire non ne sont pas si nombreux. Dans les années d'entre-deux-guerres, un grand intellectuel qui s'appelait André Suarez avait publié un brûlot qui annonçait ce qui allait se passer, qui devinait d'une certaine façon ce qui risquait à quoi pouvait aboutir une sorte de solution finale, et qui même avait déjà le pressentiment de la guerre qui opposerait une partie de l'humanité au Japon. À l'époque, l'éditeur de Suarez a refusé de publier son livre, qui était un brûlot, en lui disant « On ne peut pas publier ça, ça va nuire aux bonnes relations commerciales qui existent entre la France et l'Allemagne. » Voilà. Bien, aujourd'hui, nous avons des relations commerciales avec la Russie de Poutine, avec les États-Unis de Donald Trump, et ceux qui ont vraiment le courage de dire non, mais il ne suffit pas de dire non, il faut agir derrière, ne sont pas forcément si nombreux. Alors, parmi les premiers qui ont dit non, il se trouve que il y a 3 Rochelais. Pourquoi ? Parce que l'un d'entre eux était aviateur. Et donc, ils ne sont pas les premiers à être partis pour rejoindre De Gaulle, mais ils sont les premiers à être arrivés à le rejoindre, parce qu'ils volaient. Les autres ont pris d'autres voies maritimes qui ont été plus lentes. Donc 3 Rochelais, qui tous les 3 sont devenus compagnons de la Libération. Donc dès le 20 juin 40, 2 jours après l'appel du général de Gaulle, le colonel James Denis refuse la défaite, s'empare d'un Farman. Alors voilà les 3, James Denis, André Cantès, Joseph Trigault. Vous voyez que ce ne sont pas des adolescents. Alors on admire souvent, et à juste titre, des gens qui, dès l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, ont rejoint la France libre qui est devenue la France combattante. Mais ces hommes-là, à l'âge qu'ils avaient, comme De Gaulle, dont on va parler dans un instant, ben ils ont tout à perdre. Ils sont installés dans la vie, ils sont chargés de famille, donc ils sont tout aussi admirables. Certains pourraient presque se ranger de la vie, pourraient presque considérer qu'après tout, le temps est de se retirer des voitures, et pourtant ils vont tout risquer. Et quand je dis tout risquer, c'est que n'oubliez pas que les nazis avaient l'art d'exercer des mesures de représailles sur les familles, des gens qui résistaient, et il est arrivé à beaucoup de résistants d'être déportés, éliminés, et leurs familles, souvent leurs enfants, voire leurs petits-enfants, pouvaient être déportés. Donc, ce colonel s'empare d'un Farman 222, qui est un bombardier de nuit, qui sort des ateliers de réparation de La Rochelle. Et il décolle du terrain de Saint-Jean-d'Angély avec à son bord 19 passagers, parmi lesquels précisément André Cantès et Joseph Trigault, qui sont donc les tout premiers Français à rejoindre Londres. Ils sont les premiers qui ont dit non, bien avant le mouvement Honneur et Patrie en 1942. Ce sont vraiment des résistants, des combattants de la toute première heure. Ils sont donc, et je vous ai dit que les 3 ont été nommés compagnons de la Libération. Alors, on va parler de la conférence de Briare. Pourquoi la conférence de Briare ? Parce que vous allez avoir de la chance aujourd'hui. Je vais vous révéler des documents qui n'ont jamais été publiés, que je ne peux pas publier pour l'instant, et je vais vous dire pourquoi. Qu'aucun historien français, dont aucun historien dans le monde entier, n'a eu connaissance. Vous allez être les toutes premières personnes à écouter les lettres que je vais vous lire. Pourquoi je ne peux pas les publier, ces lettres ? Elles sont entre les mains d'un ami, qui est un libraire marchand de livres rares et précieux et d'autographes. C'est donc une sorte d'antiquaire, c'est un orpailleur, c'est un passionné de De Gaulle,
mais pas que, qui passe sa vie à collecter des manuscrits littéraires, des manuscrits historiques, à les valoriser et à les revendre. Mais ceux-là, il ne peut pas les revendre. Parce qu'il y a une loi sur le caractère inaliénable des archives de l'État. Cette loi est une loi assez tardive. Et très curieusement, l'État qui n'a plus de sous, qui nous prend beaucoup de sous, mais qui n'a plus de sous, et les services publics ne sont pas si, en aussi bonne santé qu'on le souhaiterait. Donc cette loi est devenue rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que ces documents seraient publiés, parce que ces lettres que je vais vous lire, pour 9 d'entre elles, ont été écrites à des personnages officiels par un personnage qui avait un rôle d'État, puisqu'il était sous-ministre à l'époque, général à titre temporaire. Donc si demain, les archives prennent conscience de l'existence de ces documents, arrivent à les situer, elles peuvent les confisquer sans dédommager leurs propriétaires et en traitant leurs propriétaires comme un receleur. Alors ces documents sont d'une telle valeur que mon ami a dû les acheter assez cher parce que la personne qui les vendait avait conscience de leur valeur. Donc il ne peut pas se permettre le luxe de se voir confisquer des documents dont la valeur minimale est d'1 million d'euros. Ces lettres sont exceptionnelles. Alors je ne peux pas publier, parce que si je publie, j'attire l'attention, je laisse une trace écrite, et mon ami aura des ennuis. Tant que je n'ai pas son feu vert, je ne publie pas. La solution sera certainement d'arriver d'abord à informer l'Élysée, d'une manière ou d'une autre, à obtenir de l'Élysée une garantie de protection des sources, et ensuite à faire acheter par un Dassault quelconque ce patrimoine pour qu'il soit offert à une institution publique. Les gens qui achèteront ça s'y retrouveront parce qu'au moment de la publication de ces documents, ils sont d'une telle valeur que certains médias seront prêts à payer assez cher pour en avoir l'avant-première, le privilège, l'exclusivité. Mais avant de parler de tout ça, alors donc, avant d'en venir aux 3 Rochelais, qui n'ont pas rejoint De Gaulle pour rien, il faut vous révéler ces archives qui sont sans doute les plus importantes parmi les archives de Gaulle. Donc pas publiées, pas connues. Les plus importantes, pourquoi? Parce qu'elles situent le moment du basculement de Charles de Gaulle, le moment où il a dit non. Charles de Gaulle a une carrière prometteuse. Il est général à titre provisoire et il va faire ce qu'on peut faire de pire dans la vie d'un militaire. Il va se rebeller, il va se mutiner, il va dire non. Et il sait très bien qu'il va lui arriver des gros problèmes. Dans les semaines qui ont suivi l'appel du 18 juin, De Gaulle a été réduit à néant par Pétain et par le généralissime de l'époque qui s'appelait Maxime Weygand. Qu'est-ce que ça veut dire réduit à néant? On vous déchoit de votre grade, on vous déchoit de vos titres, on vous déchoit de votre nationalité, ce qui n'était pas arrivé depuis Dreyfus. De Gaulle et Dreyfus ont un point commun, ils ont été déchus de leur nationalité. On vous condamne à mort, on vous confisque tous vos biens, vous n'êtes plus rien, vous êtes réduit à néant. Alors, nous sommes à Briare, le 12 juin 1940. Briare, pour vous situer les lieux, Briare, eh bien, c'est là, voilà la carte. C'est quelque part à l'est de Tours. On peut faire un triangle, Paris, Briare, Tours. Et tout se passe au château du Muguet, le 12 juin 40. Cette conférence, c'est la conférence de la dernière chance, qui va réunir les 2 gouvernements.
le gouvernement britannique avec Churchill et le gouvernement français sous l'autorité de Paul Reynaud. Alors, qui est présent à Briare? Qui est présent? Eh bien, De Gaulle. Et qui est De Gaulle? Eh bien, je vais vous plonger dans la peau de Gaulle, l'espace de quelques écrans. Vous avez 49 ans. Depuis votre engagement volontaire dans l'armée à 18 ans, le 7 octobre 1909, vous avez fait du chemin. Il vous a fallu 30 ans. 30 ans. Pour passer du stade des galons de laine du caporal, il n'a pas été pistonné d'emblée, De Gaulle, à celui des étoiles du général. Sergent en 1910, sous-lieutenant, puis lieutenant en 1912, capitaine en 1915, prisonnier militaire pendant 33 mois, de mars 1916 à novembre 1918, commandant en 1927, lieutenant-colonel en 1933, colonel en 1937, vous êtes devenu général de brigade à titre provisoire, le 25 mai 1940. Ce parcours brillant ne rend pas compte de vos blessures, de vos citations, de votre captivité, de toutes vos tentatives d'évasion des stalags où vous étiez enfermés, qui vous ont valu d'être enfermés dans des forteresses de plus en plus rudes, et de vos décorations pendant la Grande Guerre. Vous avez été laissé pour mort sur le champ de bataille de Verdun. Une baïonnette allemande vous a traversé la cuisse. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que de se faire traverser la cuisse par une baïonnette? Quand on voit les baïonnettes de l'époque, elles donnent le frisson. Les baïonnettes françaises sont parfois classiques. Il y a aussi les couteaux des nettoyeurs de tranchées. Ce sont des armes américaines dont ont été équipés les Français avec des lames triangulaires qui donnent froid dans le dos. Elles sont faites pour achever les blessés, ceux qui ne sont pas encore morts. Alors, à Beyrouth, en 1930, vous avez laissé la réputation d'être un soldat très discipliné auquel on peut tout demander pourvu qu'on s'adresse à votre intelligence et à votre cœur. Et le 6 juin 1940, le président du Conseil, Paul Reynaud, vous a nommé sous-secrétaire d'État à la guerre, chargé de coordonner l'action avec l'Angleterre pour la poursuite du combat. Voilà votre cahier des charges, et vous ne l'avez pas oublié, et c'est pour vous une mission sacrée. Mais lorsqu'il s'avère que cette mission va être compromise par Maxime Weygand, qui est le généralissime, il a été nommé généralissime des armées françaises, c'est l'homme le plus puissant en France au moment où la guerre s'annonce. Il est plus puissant que le président de la République. Il est plus puissant que le président du Conseil. Il a tous les pouvoirs. Et là, De Gaulle va donc faire ce que peut faire de plus grave un militaire, un officier. Il va désobéir. Le jour précis de ce basculement se situe donc dans la nuit du 11 au 12 décembre, juin 1940. Nous sommes à Briare. Première journée de la conférence, tout de suite, De Gaulle comprend que ça va très mal évoluer. Depuis l'offensive allemande du 5 juin 1940, les Français se sont battus vaillamment, mais ils ont subi de gros revers. Un tiers des troupes ne sont plus opérationnelles. Le 10 juin au soir, le gouvernement français et son administration se sont repliés sur Tours et sur les châteaux environnants. Le général Weygand, qui dirige les armées françaises, a installé son grand quartier général dans le domaine de Vaugereau, à Briare. Et donc les gens vont venir à lui, il a son QG là. Il occupe avec son cabinet le château du Muguet, où va avoir lieu cette conférence. Il vient de déclarer avec Pétain Paris-Ville ouverte. Il songe à établir une ligne de défense allant de Caen à Dole, passant par Tours et Dijon. Donc les choses sont déjà fortement compromises. Sont présents lors de cette conférence, du côté britannique, le Premier ministre, Winston Churchill, son secrétaire d'État à la guerre, Anthony Eden, les généraux Spears, Ismay, Dill, et du côté français, le président du Conseil, Paul Reynaud, qui est là à droite de De Gaulle,
le vice-président du Conseil, Philippe Pétain, Maxime Weygand, à droite de Pétain, Winston Churchill, et puis les deux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire Anthony Eden et Spears. Churchill voudrait que la France poursuive la lutte, mais il refuse, malgré les demandes de De Gaulle, d'engager son aviation. De Gaulle qui a bien compris toute l'importance des armes modernes dans cette guerre qui n'est plus une guerre napoléonienne, à savoir les blindés, l'aviation. Avec Paul Reynaud, puisqu'il a été missionné pour cela, De Gaulle, vous donc, puisque vous êtes dans la peau de De Gaulle, l'espace de quelques instants, vous êtes de même avis. Vous voulez poursuivre le combat depuis l'Afrique du Nord et depuis un éventuel réduit breton. Mais vous comprenez vite ce qui se passe dans la tête des deux sous-lamentables qui mènent la danse, qui sont Pétain et Weygand. Pour ce qui est de Weygand et de Pétain, vous savez qu'il y a d'un côté un généralissime pétochard et un grand soldat dont l'âge avancé aura été sa seule défaite. Ils sont l'un et l'autre aveuglés par leur orgueil qui les éloigne des réalités du monde contemporain. Ils ont livré Paris à l'ennemi, ils concoctent un armistice, et les déclarations, les visions étriquées de Weygand, qui est odieux de sottise d'hypocrisie, ne sont en fait partagées que par les faibles et par les lâches. Elles prouvent la pauvreté de sa réflexion, son absence de vision. Pétain, lui, cherche à faire croire que la guerre qui flambe est la continuité d'un ancien conflit européen, mais en fait, il n'a rien compris. De Gaulle a tout compris. Il s'agit d'une nouvelle guerre mondiale dont certains voudraient qu'elle ait fini avant de commencer. La France doit y faire son devoir vis-à-vis de l'humanité. Présente aux quatre coins du monde, elle se doit d'assumer son rang parmi les grandes puissances d'aujourd'hui si elle ne veut pas être déconsidérée, comme le dira De Gaulle, par les grandes puissances de demain. Alors, vous, Charles de Gaulle, vous voudriez que la France et l'Angleterre, qui ont si longtemps été ennemis, si souvent rivales, marchent la main dans la main sur la même route. Mais l'Angleterre, qui songe à se protéger, ne peut pas engager dans la bataille de France son aviation. On le comprend. Et on sait à quel point la bataille d'Angleterre qui va suivre a été vitale pour elle. Et malgré la force de son aviation, les forces étaient tellement disproportionnées qu'il y a eu un taux de mortalité chez les aviateurs anglais hallucinant, et ça s'est très mal passé. Alors, je vous ai promis donc de vous lire un certain nombre de documents, puisque dans la nuit qui va suivre le premier jour de la conférence, vous avez tout compris. Pétain et Weygand vont baisser leurs pantalons. Donc vous êtes désespérés. Et vous allez passer une nuit blanche. Et pendant cette nuit, tout bascule. Vous allez écrire 13 lettres. Ces 13 documents totalement inconnus, jamais publiés. 4 à vos plus proches. Votre mère, votre fils, votre frère, et j'en oublie un, et votre femme, bien sûr, et les autres, les 9 autres, aux huiles des 2 gouvernements. Votre mère ne va pas bien du tout. Elle vit en Bretagne. Elle vit à Paimpont, où elle s'est réfugiée depuis le début de la débâcle chez votre frère aîné, Xavier. Elle y habite une petite chambre, dans un appartement de 3 pièces que Xavier loue au cafetier de la place. Ses jours sont comptés. Votre épouse, vos enfants vont donc avoir à pâtir de vos décisions, des décisions que vous êtes en train de prendre, et vous aurez à vivre des moments éprouvants, éloignés les uns des autres, dans l'angoisse et dans l'incertitude. Je vous lis la première lettre
une des plus touchantes. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que vous trouvez le besoin, vous éprouvez la nécessité d'écrire simultanément à vos plus proches actes privés et d'écrire aux huiles des deux gouvernements, actes politiques. Il vous faut les deux. La décision que vous allez prendre est très lourde. Il vous faut vous en justifier auprès de vos plus aimés, auprès de vos plus proches, comme auprès des huiles des deux gouvernements. Briard, 12 juin 40. Ma très chère mère, voilà le temps des grandes épreuves qui s'annoncent. J'aurais souhaité vous faire part de mon optimisme, mais les échanges dont je fus témoin et acteur m'obligent à vous tenir des propos empreints de fatalisme et de regret. Regret, bien sûr, de n'avoir pu trouver, et ce bien avant le déclenchement de cette guerre, l'attention de quelques hommes de bonne volonté, soucieux de comprendre l'histoire passée, l'histoire présente et l'histoire à venir. Fatalisme, devant la désertion morale à laquelle certains Français, parmi les plus illustres, s'abandonnent volontiers. Leur orgueil, mu par ce que fut hier la reconnaissance nationale, les éloigne des réalités de notre monde contemporain et leur fait ignorer ce que la France a de fort et de puissant à opposer à l'ennemi. Je ne désarmerai pas, je ne capitulerai pas. Je le dois à la France et à vous, ma chère mère, car c'est de vous et de mon regretté père que je tiens ce sens de l'honneur lié à mon attachement indéfectible à la patrie. Je vous dois ce que je suis aujourd'hui, car nulle mère ne fut plus attachée à transmettre à ses enfants le sens du devoir. Mon devoir est de vous honorer en servant la France comme ma seconde mère, car tel fut votre enseignement durant toutes ces années où vous n'eûtes de cesse de transmettre à l'enfant que j'étais les repères qu'il garda sa vie durant. J'ignore s'il me sera possible de venir vous embrasser dans les semaines et les mois à venir, tant la situation m'apparaît incertaine. Je vous sais aux côtés de ma sœur, mes inquiétudes sont ainsi allégées et mes forces morales intactes pour engager le grand combat qui s'annonce. Je garde au cœur chacune de vos paroles. Elles ont toujours été source d'inspiration et de réconfort, alors que le doute et l'abattement tentaient de s'installer en moi. Je ne reculerai devant rien, soyez-en sûrs. Je vous embrasse affectueusement, ma très chère mère, vous que je chéris tant, votre Charles. La deuxième lettre qu'il écrit, elle est écrite à son épouse, Yvonne. Yvonne, qui pensait que son mari était promis à une brillante carrière. Yvonne, dont la vie sera marquée par de lourdes épreuves, ce qui va se passer dans les semaines qui suivent, et puis beaucoup plus tard, parmi ses enfants, sa fille handicapée. Briard, 12 juin 40. Ma chère petite femme, la journée fut bien pénible. J'y ai vu le masque de la lâcheté barrer le visage de nos plus grands soldats. Alors que nos troupes, sans commandement, mais non démunies de courage, sont livrées à elles-mêmes et à l'ennemi, quelle tristesse de voir le renoncement l'emporter sur la persévérance. Végan ces motiers montrés odieux de sottise et d'hypocrisie. Comment un si grand soldat a-t-il pu céder à l'ennemi, l'honneur de tout un pays? Je suis membre de ce gouvernement pour quelques heures encore, mais dès lors où l'acte de capitulation sera représenté officiellement à ses membres, je démissionnerai sur le champ. Je n'associerai pas mon nom à ce crime contre la France. Tu ne dois prendre aucune initiative pour le moment et attendre, sereine, mes prochains télégrammes. Ils te diront précisément quelle devra être ta conduite.
Marguerite doit rester à tes côtés. Les semaines à venir ne te permettront pas de t'occuper seule de notre chère petite, qui est déjà là, la petite Anne, qui est trisomique. J'ai pris part à cette guerre, j'ai œuvré pour que nous ne laissions pas surprendre par une stratégie à laquelle personne ici n'a cru. Il est à présent de mon devoir d'officier d'amener ceux à qui la raison commande encore de ne pas cesser le combat, car cette guerre sera mondiale, et la France, par-delà les mers et les océans, est grande. Nous allons vivre des moments éprouvants, loin l'un de l'autre, dans l'angoisse et l'incertitude, mais je sais que tu me comprends. Qui mieux que toi d'ailleurs le peut? Je t'embrasse, ma chère femme, ainsi que ma très chère Anne. Et voilà la troisième lettre privée, qui est la lettre au futur amiral, à son fils, Briard, le 12 juin 40. Son fils, qui n'est pas compagnon de la Libération, qui ne le sera pas, car De Gaulle ne peut pas supporter l'idée de pistonner, de promouvoir, de privilégier l'un des siens. Et pourtant, il l'aurait bien mérité, car lui, c'est un grand combattant, son fils. Pas facile d'être le fils de Charles de Gaulle, mais c'est un être exceptionnel, l'amiral. Il s'est engagé sur les vedettes lance-torpilles, dans lesquelles il y avait un taux de mortalité hallucinant au début de la guerre. Donc, il a vécu, en tant que marin, une vie de très, très, très grand risque. Ensuite, il est devenu aviateur dans l'aéronaval. Il a été habilité par les Américains pour atterrir de nuit sur les porte-avions américains. Je peux vous dire que les Américains, ils n'ont jamais fait de sentiment. Pour eux, un avion, c'est tant de $. Donc, pour être habilité par les Américains à atterrir sur les porte-avions, il faut vraiment être un aviateur absolument exceptionnel. Briard, 12 juin 40, mon cher grand-fils, aujourd'hui ton père a été le témoin d'un événement qui, durant des siècles, entra à la mémoire nationale comme le jour où notre grandeur et notre indépendance ont été livrées à l'ennemi, par ceux-là même dont le devoir sacré était d'ancrer la France dans une guerre totale, au-delà des frontières européennes, au-delà des mers et des océans, sur lesquels flotte notre drapeau et combattent nos troupes. J'ai vu la faiblesse se faire homme, j'ai vu l'homme devenir faible. En assistant à ce conseil supérieur, j'ai compris que la gloire passe aussi facilement sur les képis étoilés que le soleil arrache à l'herbe verte sa perte de rosée. L'abjecte posture des plus illustres Français présents a scellé pour un temps, mais pour un temps seulement, le sort de notre pays. J'ai lutté, sois-en sûr, mon fils, ne doute pas que ton père ait saisi chacune des occasions qui s'offraient à lui pour exposer le voile de l'honneur et du courage, la voile de l'honneur et du courage. J'ai lutté pour mon honneur d'officier, pour ceux qui m'ont instruit, pour ceux qui m'ont appris à aimer cette terre et ces 2000 ans d'histoire. J'ai lutté pour mes soldats, pour la mémoire de ton cousin, pour les larmes de ma chère sœur apprenant la terrible nouvelle. J'ai lutté pour que l'armée tienne son rang face aux considérations politiques. J'ai lutté pour les miens, pour vous quatre, pour ton grand-père, que je pouvais deviner serrant son poing de vieillard à chaque fois que le généralissime prenait la parole, rageant sur le sort fait à ce peuple de France qui me fit aimer, et sur cette pauvre République qui m'a pris à ne point détester. Mon fils, aujourd'hui, alors que je m'apprête à partir pour renoncer jouer le dernier acte d'un drame, et que les derniers défenseurs d'une France combattante ne sont plus qu'une poignée, je vois s'éloigner tout espoir d'une France souveraine, poursuivant le combat là où l'attendent ses fils en armes. Demain, la guerre sera africaine. Je te demande de ne pas oublier que combattre pour la France n'est ni une option ni un pis-aller, c'est un devoir, c'est ton devoir comme il est le mien. Ne doute pas de la détermination de ton père, ne crains pas que pour la France, car elle seule compte aujourd'hui. Je t'embrasse, mon fils. Ton père, prends soin d'elle trois. C'est aussi pour elle que j'accepterai la mort en officier et en Français libre. Alors voilà. Bon, il a écrit à son frère, mais voilà les 3 lettres assez proches. Et puis ensuite, il écrit au président de la République, Albert Lebrun. Il va écrire également à Paul Reynaud, le président du Conseil, mais je ne vais pas tout vous lire. On va en venir aux 2 lettres les plus terribles. On va commencer par la lettre au maréchal Pétain,
puis on finira avec la plus terrible, la lettre à Végan. Alors la lettre au maréchal Pétain, on va aller la chercher un peu plus loin. La voilà. Briard, 12 juin 40. Monsieur le maréchal. Alors écoutez ça parce que on va parler de choses pas très drôles. Aujourd'hui, on est en train de parler de choses pas très drôles, pas très réjouissantes. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable. C'est le souffle de ces lettres, le style de ces lettres, ce souffle gaulien qui annonce le souffle de l'appel, qui annonce tous les grands discours prononcés par De Gaulle jusqu'à la fin de son règne. C'est parce que vous avez incarné la victoire qu'aujourd'hui, je vous demande d'incarner la guerre. Vous connaissez mon indéfectible fidélité à votre personne. Vous savez en quelle estime, moi, Charles de Gaulle, hier colonel, aujourd'hui promu général, je tiens l'homme devant lequel nul soldat, nul officier, nul Français ne peut, sans renier sa patrie, sans renier ses morts, qu'observer le plus absolu respect et la plus totale déférence. Toute votre vie fut offerte à servir la France, à lutter pour que nulle autre volonté que la sienne ne lui soit imposée. Souveraine et maîtresse d'elle-même, la France ne tient sa grandeur qu'aux hommes d'honneur, à la bravoure farouche qui la défendirent dès lors où son destin était de basculer dans le néant. Vous fûtes le dernier de ces braves parmi ceux héroïques qui vous ont précédé dans le cœur des Français de tout temps et de toutes conditions. Comment le héros de tout un peuple, le sauveur de la patrie, peut-il aujourd'hui, alors que ce même peuple, que cette même patrie se retrouve au bord de l'abîme, accepter l'idée même de la défaite, alors que nos ressources matérielles et humaines ont à peine été entamées par quelques semaines de combat? Il est criminel, et ici le bourreau se nomme Végan, de livrer la France à l'ennemi sans envisager toutes les possibilités dont nous disposons, à la fois sur le territoire national, mais également sur tous les territoires où flotte notre glorieux drapeau. Végan aura la lourde responsabilité et devra en répondre devant l'histoire, d'avoir sacrifié notre honneur. Ne laissez pas souiller le soldat admiré que vous êtes. Je ne saurais l'accepter. Car derrière votre figure, ce sont nos morts d'hier que j'aperçois, monsieur le maréchal. J'ai accepté de servir la France et je la servirai. Que la France se trouve réduite hors les mers, je la servirai, et nul homme, aussi grand soit-il, ne pourra jamais me détourner de mon amour pour elle et de la passion qu'elle m'inspire quand elle est elle, c'est-à-dire quand elle est libre. Je sais que votre vœu le plus cher est de préserver une fois encore ses enfants. Vous l'avez tout à l'heure à nouveau exprimé devant nos alliés, mais la préservation de la patrie ne peut se faire au détriment de sa fierté et de son histoire. Monsieur le maréchal, suivez la voie de ceux qui veulent vivre dans une France libre, fiers d'eux-mêmes et de leur chef. Vous êtes de ceux-là, vous êtes celui-là. N'écoutez pas les illusionnistes qui s'imaginent qu'en capitulant, la France sera sauvée. Il n'y aura aucun salut, aucune clémence, aucun acte de miséricorde de la part de cet adversaire-là. À ceux qui veulent préserver ce qui reste à la France, je dis, vous ne préservez rien. Vous irez simplement au-devant de sa dislocation et de son anéantissement moral et spirituel. Vous connaissez la France. Vous avez embrassé chacun de ses fils. Vous connaissez la rudesse du Breton, la fierté de l'Alsacien, la force de l'Auvergnat, le courage de ses enfants d'Afrique. Vous savez que les plus braves d'entre eux se lèveront dès les premiers jours de l'occupation ennemie et qu'ils risqueront leur vie pour défendre ce pourquoi ils vivent, la France. Membre de ce gouvernement, je maintiendrai, quoi qu'il advienne, la position que j'ai pu exprimer tout à l'heure devant nos alliés britanniques et vous-même. Nul armistice sans combat total sur tous les fronts qui s'offrent à nos troupes. N'est-ce pas ce que vous nous avez appris? Quels que soient vos choix dans les jours à venir, les miens demeureront et s'affirmeront encore. J'ai eu l'immense honneur de vous servir, de vous suivre, mais si nous devions prendre deux voies différentes, c'est parce que j'aurais fait le choix de suivre la France, car elle seule compte, quel qu'en soit le prix et le sacrifice. Veuillez agréer, monsieur le maréchal, l'expression de mon très respectueux dévouement. Charles de Gaulle.
Et puis on en vient à la dernière que je voulais vous lire aujourd'hui, qui est la plus terrible, la plus violente. Il écrit au grand patron, à son boss, à son patron. Alors, on y revient un peu en arrière. Pardon, c'est un peu plus haut. Briard, 12 juin 40. Mon général, le conseil qui vient de s'achever restera dans l'histoire comme celui où la France offrit au monde combattant l'image de la faiblesse et du renoncement. Renoncement à ses valeurs, renoncement à ses engagements, renoncement à elle-même. Je ne puis accepter que l'absence de vision globale, que la pauvreté d'une réflexion conduisent aujourd'hui ce qui fit notre gloire et notre fierté vers la soumission et l'abandon de tous au cœur de l'épreuve que nous traversons. Aussi, douloureuse soit cette épreuve, notre devoir est d'y faire face avec obstination et lucidité. Comme vous, j'acte le fait que la bataille de France est aujourd'hui compromise sur le territoire national. Mais j'affirme que la France ne peut capituler dans cette guerre sans que toutes ses armes et toutes ses forces aient été employées à assurer sa défense et celle des peuples libres d'Europe et du monde. Cette guerre sera mondiale et la France, présente aux quatre coins du monde, se doit d'assumer son devoir et son rang parmi les grandes puissances d'aujourd'hui si elle ne veut pas être considérée par les grandes puissances de demain. Quelle vision étriquée, quelles étourderies nos alliés et les membres éclairés de ce gouvernement durent supporter durant de si longues heures. Nos positions ne semblent en rien conciliables, mais l'ont-elles déjà été? Il ne me paraît pas utile de poursuivre de stériles échanges. Votre temps comme le mien est précieux. Vous avez à gérer le présent, d'autres auront à faire face à vos décisions et aux conséquences de vos actes. Puissiez-vous, mon général, trouver la paix. Général de Gaulle. Alors voilà, notre cher général a écrit toutes ces lettres. Il a écrit toutes ces lettres, et puis qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, après avoir passé sa nuit blanche, il réalise que s'il en envoie une seule, ça sera la casse-prison, immédiate, et il n'y aura plus rien. Et il n'y aura pas le départ à Londres. Il n'y aura plus rien. Donc, ces lettres, il les confie à son aide de camp de l'époque, et voilà. Elles ont atterri des années après, il y a une dizaine d'années, chez cet ami. J'ai vu les manuscrits, j'ai transcrit les lettres, je peux en parler. Pour l'instant, je ne peux rien publier. Voilà, donc vous voyez que l'appel du 18 juin, c'est pas une promenade de santé, c'est pas une sinécure. Et l'homme qui va prendre cette décision est tellement préoccupé qu'il ressent le besoin de justifier ce qu'il va faire. Il le fait de façon frontale. On a tous ces arguments. On a dans ces lettres tous les arguments qu'on va retrouver dans les appels du 18 juin, puisqu'en fait, vous savez que ces appels ont été un petit peu édulcorés par les Anglais. De Gaulle a été un tantinet censuré à un moment donné. Tout ça est d'autant plus fort que ensuite, nous allons parler maintenant des trois Rochelais, qui ont été les premiers à dire non, mais le parcours de Gaulle a continué à être pourri par Weygand. Dans les temps qui ont précédé, je vous le disais tout à l'heure, l'appel du 18 juin, qui ont suivi l'appel du 18 juin, il a été réduit en néant, pulvérisé, de Gaulle. Mais pendant toute la guerre, Weygand a continué vis-à-vis de Gaulle son action malfaisante, et après la guerre. Alors, Weygand s'en est tiré parce qu'à un moment donné, Hitler l'a eu dans le nez, et a fini par le faire dégager, remplacé par un autre. Vichy était aux ordres d'Hitler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Weygand comme Pétain ont été des monstres.
c'est Weygand qui a accentué les condamnations qui ont pesé sur De Gaulle. C'est Weygand qui a été l'exécuteur des basses œuvres antisémites de Pétain et qui a renforcé les sanctions contre les enfants juifs. Après la guerre, Weygand a continué à sévir. Il a retrouvé, d'abord, il a été, pendant une bonne partie de la guerre, protégé par les Américains, comme Giraud. Pendant longtemps, les Américains ont préféré Weygand à De Gaulle, puis Giraud à De Gaulle. C'était quelque chose d'épouvantable. Alors, 3 Rochelais ont dit non. Le premier, c'est James Denis, qui est né le 1er février 1906 à La Jarre-aux-Douins et qui est mort à Niort le 21 juin 2003. C'est un militaire, compagnon de la Libération par décret du 23 juin 1941, très tôt, aviateur expérimenté au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il rallie immédiatement les forces françaises libres, il participe au sein de celles-ci aux campagnes d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, puis il occupe des fonctions de commandement et d'expert auprès des instances de la France libre, puis du gouvernement provisoire de la République française. Il a pris sa retraite en 1954, il est devenu administrateur de société avant de s'éteindre à Niort en 2003. La promotion 2021 de l'École de l'air et de l'espace porte son nom. Elle a été baptisée le 1er juillet 2022. Alors, il avait eu déjà une trajectoire glorieuse, James Denis. Il s'était engagé dans l'armée de l'air française dès 1925. Il avait devancé l'appel du service national. Il a été dans un premier temps sous-officier mitrailleur. Il a été sélectionné pour le pilotage. Il a obtenu son brevet de pilote de chasse à Istres en 1929. Il s'est retrouvé affecté aux troupes d'occupation en Allemagne. Il est devenu adjudant-chef. Il a été muté à Dijon. Bref, il a eu une très très belle carrière. Il est devenu instructeur. Et il a échappé de peu à la mort au cours de sa carrière en sautant en parachute d'un Breguet 27. Donc, dans la nuit du 19 au 20 juin, il décolle à bord du fameux Farman 222 que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel ont également pris place Georges Goumin, André Cantès, Jean-Albert Dupont, Roger Spaech, Louis Ferrand. Ils ont atterri le matin même en Angleterre, rencontré le général de Gaulle. Ensuite, James Denis a suivi un entraînement sur Hawker Hurricane dans une unité opérationnelle. Il a été promu sous-lieutenant. Il a participé à la bataille de Dakar, puis au Cameroun, il a pris la tête d'une escadrille de 6 pilotes. Ensuite, il a été détaché à la RAF et il s'est retrouvé en Grèce, puis en Égypte. Il a atterri à Tobrouk, il a formé avec ses pilotes l'escadrille C. Bref, carrière hallucinante. Il a été crédité de 6 victoires homologuées. Et sa virtuosité s'est illustrée lorsqu'il a pris le dessus à 2 reprises, en avril et mai de cette année 42, sur l'as de l'aviation allemande, Hans Joachim Marseille. Un Allemand qui portait un beau nom de ville française. Hans Joachim Marseille est pour sa part victime d'une défaillance en vol de son moteur le 30 décembre 42 après un saut en parachute. Le 21 juin, la première escadrille est devenue la première unité militaire récipiendaire de la Croix de la Libération. Bon, je passe sur la suite de la carrière de James Denis et nous allons passer à André Cantès. André Cantès, il est né à Tours en mai 1906, il est mort à La Rochelle en 82. Compagnon de la Libération, officier expérimenté, il a participé aux opérations aériennes au-dessus de l'Afrique, du Moyen-Orient. Il a été gravement blessé et il a poursuivi son action jusqu'à la fin de la guerre. Et il est resté dans l'armée après le conflit jusqu'à sa retraite. Bon, si on zoome sur certains détails de sa carrière,
Il a obtenu son bac, il s'est engagé dans l'armée en 25. Il a été d'abord breveté mécanicien, il est devenu sergent. Vous voyez que c'était des carrières progressives, on n'était pas forcément pilote d'emblée. Il a été blessé 2 fois en service aérien, une première fois au-dessus de la Syrie, une seconde dans le Sahara, promu sergent-chef en 1932, muté au premier groupe d'ouvriers d'aéronautique, bataillon de l'air, adjudant en 1937, radionavigant. Bref, il continue sa brillante carrière et il est dans le Farman, piloté par son collègue. Il a été affecté à Brazzaville, il a été en mission dans la Syrie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Après la guerre, il est resté à La Rochelle, il a été muté sur la base de Cognac, promu capitaine en mars 1947, envoyé en Algérie où il a été affecté au centre intermamé d'essai d'engins spéciaux à Colombéchard. Il a pris sa retraite en 1950 et il est mort en 1982. Joseph Trigault, c'est le 3e compère, né en 1903, il s'est engagé à 20 ans dans l'armée de l'air. Il a été affecté au 37e régiment d'aviation. Il a eu lui aussi une carrière très brillante et il est enterré à Saint-Gemme en Charente-Inférieure. Il est mort au cours d'un vol d'entraînement le 26 avril 1946 à Douala, au Cameroun. Donc il a été victime de son métier, si j'ose dire. Alors, ces 3 hommes, que revoilà, ils ont un rôle considérable. Ils ont dit non. Mais il s'agit de mettre les points sur les i. Sur les i, pardon. Ils ont dit non à quoi? Ils ont dit non à ce qui a conduit à la solution finale. Et dans un de mes livres, intitulé La mélodie volée du maréchal, j'ai évoqué le destin hallucinant d'un certain Casimir Oberfeld. Casimir Oberfeld est d'origine juive polonaise. C'est un homme qui rejoint la France, pays de la liberté, pays des droits de l'homme, pendant l'entre-deux-guerres et qui exfiltre ses parents dans les années 20. Et il devient un compositeur de musique à grand succès. Et il est l'auteur de la mélodie d'une opérette qui va devenir un film et qui s'appelle La Margoton du bataillon. Et là, il va lui arriver quelque chose. Alors, il écrit les tubes d'Arletty, de Trenet, de tous les grands chanteurs de l'époque. Donc il a énormément de succès. Mais arrivent des vents mauvais, des périodes plus troubles. Il est juif, d'origine juive, ses parents aussi, donc ils sont dans le collimateur. Ses parents vont être assignés à résidence à Uzès. Lui va se planquer d'abord à Marseille, puis à Nice, et il va continuer à composer sous des noms d'emprunt. Et puis là, il va lui arriver quelque chose d'hallucinant, au moment où il ne peut pas réagir. En 1941, 2 escrocs vont lui voler sa mélodie de la Margoton du bataillon. Alors il est maudit parce que sa mélodie a été plagiée 3 fois. Elle a été plagiée, elle est devenue la chanson du Tour de France de 1937. Ensuite, elle a été plagiée une seconde fois. Elle est devenue un hymne pour le Parti socialiste. À qui se fier? Et puis, elle va être plagiée une 3e fois en 1941 et va devenir, vous êtes bien assis, la mélodie de Maréchal nous voilà. Et tous les gens qui entonnent volontairement Maréchal nous voilà, parmi les collabos, ne savent pas que c'est l'œuvre d'un juif polonais qui va mourir dans la grande marche de la mort qui a précédé la libération d'Auschwitz. Un jour où je faisais une conférence en Suisse,
sur le pouvoir de l'écrit, j'ai évoqué 2 plagiats. D'abord, la Marseillaise, pompée par Rouget de Lille sur Mozart. Dans La Flûte enchantée, vous avez un segment avec la Marseillaise, le refrain de la Marseillaise. Mozart avait lui-même pompé cette mélodie dans le vieux patrimoine de terroir. Et j'ai expliqué un jour au généralissime qui présidait à l'époque au destin de l'armée de terre que notre hymne national avait été pompé sur un Autrichien et offert à un maréchal qui, pendant la Révolution, dont j'oublie le nom, qui dirigeait l'armée française, qui était un Prussien. Car Louis XVI l'avait nommé à la tête des armées, il a été reconfirmé par la Révolution, malgré son âge avancé, il n'avait pas loin de 80 ans, c'était un fabuleux militaire. Donc c'est merveilleux de penser, c'est déjà européen, que la Marseillaise a été pompée sur un Autrichien et dédicacée à un Prussien. Alors je fais ma conférence et un type vient me voir, blême, et me dit: comment savez-vous tout ce que vous avez raconté sur Casimir Oberfeld? Car j'évoque l'autre plagiat, celui de la Marseillaise, le plagiat de sa mélodie qui devient celle de Maréchal de Voilà. Je lui dis. Et là, il ne me dit rien, il me donne sa carte de visite, il laisse la mienne. Je prends le TGV pour revenir à Paris, il m'appelle. Et il me dit: je ne pouvais pas vous le dire parce que ça ne se sait pas en Suisse, je vis en Suisse. Je suis le fils biologique de Casimir Oberfeld. Boum, je tombe par terre. Et là, nous faisons connaissance, nous devenons amis, et je vais l'aider à reconstituer l'histoire de son père. Avec ce qu'il savait déjà, avec ce que j'ai trouvé, je suis arrivé à écrire un livre. Qui est Casimir Oberfeld? Que va-t-il devenir après sa déportation? Car il est alpagué à Nice en 1943, déporté très vite à Auschwitz-Birkenau. Il est devenu le pianiste d'Auschwitz. Vous connaissez le film Le Pianiste? C'est un autre pianiste, c'est un autre camp. Là, le pianiste d'Auschwitz s'appelle Casimir Oberfeld. Car c'est un fabuleux pianiste, c'est un fabuleux compositeur. Les nazis recyclent tous les virtuoses qui sont à Auschwitz. Beaucoup de juifs polonais vont donner de fabuleux chefs d'orchestre. Il y a 3 ensembles philharmoniques à Auschwitz. Il y en a un mixte, il y en a un de femmes, il y en a 3. Les SS d'Auschwitz utilisent la musique. D'abord, chaque musicien n'a pas le choix, parce que s'il refuse ce qu'on lui demande, c'est le chemin de la chambre à gaz. Donc ils sont condamnés à venir accueillir les déportés qui arrivent. Ces déportés, on manipule la glace et le sang. 80% d'entre eux sont directement dirigés vers les chambres à gaz. À la fois, on les terrorise avec des chiens-loups et on les adoucit, on les rassure avec de la musique. On joue des grands classiques de la musique classique sur les quais. Ensuite, tous les mardis, les SS organisent des petits concerts. Donc les orchestres sont requis. Il faut des fiestas. Et puis, très souvent, quand il y a des exécutions publiques, elles se font en musique. C'est-à-dire qu'on va pendre des gens et on oblige les ensembles à venir jouer. Il arrive un moment où Casimir Oberfeld refuse ça. Et donc il va être, à la fin, avant la libération de la Grande Marche, il va être requis pour réparer les clôtures du camp. J'ai fait une chose dans ce livre, cet extrait, je viens de le republier dans Historia, car en ce 80e anniversaire, à l'heure où il y a des gens qui nient ce qui s'est passé, qui nient la réalité de la Shoah, la solution finale, il y a des choses qu'il faut préciser. Et j'ai fait une chose que personne n'avait jamais fait, dans la mesure où, avec mes méthodes, mes paroles j'ai retrouvé les témoignages des derniers vagues de Sonderkommando. Les Sonderkommando étaient les juifs déportés qui devaient vider les chambres à gaz
pour charger les crématoires, les fours crématoires. Régulièrement, ils étaient supprimés. Mais les nazis n'ont pas eu le temps de supprimer la dernière vague des Sonderkommando. Ils ont écrit. La plupart du temps, ça n'a jamais été traduit, mais j'ai retrouvé leurs témoignages éparpillés en allemand. Et j'ai reconstitué dans mon livre ce qui se passait dans une chambre à gaz. Parce qu'il faut le faire, il faut aller jusque-là. Sinon, on ne comprend pas jusqu'à quel point on a pu aller. Et j'ai raconté la disparition de Roman et Olga, les parents de Casimir Oberfeld. Casimir croyait qu'ils étaient toujours retenus à Userche. Il ne savait pas qu'ils ont été déportés. Et à un moment donné, alors qu'il est le pianiste d'Auschwitz, il ne sait pas qu'à quelques centaines de mètres de l'endroit où il vit, du baraquement où il vit, ses parents disparaissent. Et voilà le récit de la disparition de ses parents. Roman et Olga avaient été arrêtés à Userche, où ils étaient en résidence forcée, à la mi-avril 1944 et empouvoyés au camp de Drancy. Leur convoi était parti d'une voie désaffectée de la gare de l'Est, le 29 avril 1944. On leur avait dit qu'ils allaient travailler en Allemagne, dans une usine à confiture. Dans le convoi numéro 72, il y avait 1004 juifs, 398 hommes et 606 femmes, et parmi eux 174 enfants de moins de 18 ans. 37 reviendront, dont 25 femmes, aucun enfant. Arrivés sur le quai d'Auschwitz, après 4 jours et 5 nuits de calvaire, sans manger et sans boire, entourés de gens de leur âge qui bourraient comme des bouches, Roman et Olga avaient été triés. Les gens plus jeunes avaient dû marcher à pied pour gagner le camp principal situé à 1 kilomètre de la Judenrampe. Les autres, ceux qui avaient été obligés de monter dans des camions, n'avaient pas encore compris qu'ils étaient condamnés. Ce jour-là, comme à l'arrivée de chaque convoi sur la rampe d'Auschwitz, quelques-uns des collègues musiciens de Casimir avaient joué la valse du Bonube bleu. Leurs bourreaux les avaient obligés à se prêter à cette effroyable diversion pour que personne ne s'affole et pour que les mères, accompagnées de leurs jeunes enfants, ne songent pas à se révolter. Roman et Olga n'avaient pas eu le temps de recevoir un numéro matricule. On les avait conduits à Birkenau, distant de 3 km. Ils avaient été rassemblés à la descente des camions, regroupés avec les pensionnaires de 2 autres convois, et conduits dans une salle de déshabillage. Les murs y étaient couverts de porte-manteaux, avec des numéros pour mieux les tromper. Les SS leur avaient demandé de faire bien attention à ces numéros, afin de pouvoir retrouver plus facilement leurs affaires en sortant de la douche. Après les avoir dépouillés de tous leurs effets, on leur avait remis une serviette, un savon, puis ils avaient été introduits avec 3000 autres déportés dans une construction spéciale, située en sous-sol, au-dessus de laquelle figurait l'inscription « Waschraum », salle d'eau, en français. Au moment où ils avaient envoyé les déportés dans la chambre à gaz, les SS avaient remis en route les moteurs des camions qui les avaient acheminés depuis la gare, afin de couvrir les hurlements des suppliciés, pour qu'ils ne soient pas entendus dans les baraquements proches. Une fois les portes fermées, un officier SS avait versé les cristaux du Zyklon B par des lucarnes de bois situées en haut des murs. La mort était survenue trop lentement, après 10 à 20 minutes de convulsions et d'étouffement. Les déportés avaient suffoqué, pleuré, crié en vain. Après 30 minutes, un médecin SS avait inspecté la pièce par un Judas. On avait ouvert les portes. Triomphe de la mort. Jérôme Bosch et Peter Bruegel étaient dépassés. Les 3000 cadavres n'étaient pas couchés. Un peu partout, en long et en large dans la salle, mais entassés, en un amas de toute la hauteur de la pièce. Le gaz avait d'abord inondé les couches inférieures de l'air et n'était monté que lentement vers le plafond. Les malheureux qui avaient commencé à s'étouffer et à s'asphyxier avaient été piétinés. Ils s'étaient grimpés les uns sur les autres. Mais le gaz qui montait
avaient fini inexorablement par les rattraper. Les asphyxiés avaient réagi par réflexe de panique, ils avaient été tétanisés par l'instinct de conservation. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils piétinaient leurs petits, leurs parents, leurs femmes. Mais ils n'étaient plus arrivés à réfléchir. Les bébés, les enfants, les femmes et les vieillards gisaient au pied du tas de cadavres. Au sommet se situaient les plus forts. Leurs corps crispés et tordus, figés par la mort, étaient souvent enlacés, couverts d'égratignures et de griffures, le nez et la bouche saignants, le visage tuméfié et bleu, déformé. Ils étaient méconnaissables, ils n'avaient plus figure humaine, ils incarnaient la mort. Quelques-uns, restés plaqués à même le sol, immédiatement auprès de la porte, avaient pu rester en vie. Des femmes serrées, écrasées par la foule, avaient accouché dans la chambre à gaz, et leur bébé n'était pas mort. Les SS étaient venus les achever en les fusillant. Contraste entre leurs uniformes noirs et la pâleur des cadavres, entre la propreté de leurs bottes réglementaires, toujours hautes de 44 cm, et le carrelage des douches, couverts des excréments de leurs victimes. Après ventilation, les cadavres avaient été sortis de la chambre à gaz. Là, un commando de coiffeurs et de dentistes était venu raser les cheveux des femmes et récupérer les objets de valeur, les bagues, les dents en or. Ensuite, ces mêmes barbiers, ces mêmes arracheurs de dents, fouilleurs de cadavres, avaient empilé les corps figés dans des monts de charge pour les remonter vers la salle des fours. On pouvait monter 15 cadavres environ en une fois avec ces ascenseurs. 6 hommes avaient été affectés à chaque mont de charge. L'évacuation des 3000 cadavres avait pris environ 6 heures. Les commandos chargés d'enfourner les cadavres avaient dû veiller à leur combustion convenable, en utilisant un long crochet pour les repositionner au cœur du brasier. Chacun des cadavres de Roman et d'Olga avait dû mettre environ 4 minutes à se consumer. Il avait fallu 24 heures pour incinérer 2000 cadavres. Comme la chaleur auprès des fours était très grande, les commandos incinérateurs ne s'étaient pas vus attribuer d'autres travail. Pendant les pauses, ils avaient pu se rafraîchir, n'ayant plus en fin de processus qu'à évacuer les cendres et les os tombés à travers le grill. Les cendres des parents de Casimir avaient été acheminées avec celles de leurs 3000 compagnons de martyrs jusqu'à la Vistule, par d'autres déportés escortés de SS, dans quelques-uns de ces mêmes camions qu'avait apporté à la salle de douche sa ration du jour. Entre le 27 mars 42 et le 11 août 44, en dehors de celui de Casimir et de celui de Roman et d'Olga, 75 autres convois, de 1000 à 1500 déportés chacun, avaient quitté la France, partant des camps de Royalieu, de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande, d'Angers, de Lyon, et surtout du camp de Drancy, pour le camp d'Auschwitz. Ainsi donc, Roman et Olga avaient effectué, comme tant d'autres, leur dernier et funèbre voyage, les cendres de leur corps mêlées avec celles des milliers de juifs raflés dans toute l'Europe, brûlés chaque jour dans les fours crématoires d'Auschwitz. Leurs cendres avaient été brassées par les eaux de la Vistule, triste et ultime voyage de noces en un sombre mois de mai. Leurs cendres avaient traversé la Pologne. Elles avaient descendu le lit du fleuve, franchi les ponts majestueux des grandes villes, de Cracovie jusqu'à Gdansk, en passant par Varsovie. Elles avaient enrichi les alluvions printanières et abouti dans les profondeurs de la mer Baltique. Voilà ce contre quoi il fallait lutter. Voilà une histoire qui toujours peut bégayer quand on sait qu'actuellement, l'homme qui gouverne les États-Unis d'Amérique prêche pour une déportation massive et collective des populations ancrées dans la bande de Gaza. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, et nous avons maintenant une bonne vingtaine de minutes pour échanger et pour répondre à vos questions. Alors, ce dont je vous ai parlé rapidement, voilà la mélodie volée du Maréchal, qui raconte l'histoire de Casimir Oberfeld, le pianiste d'Auschwitz. Le reste, c'est des livres ultérieurs qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour, ou en tout cas, voilà. Avez-vous des questions ?
Tout d'abord, merci beaucoup pour ce témoignage très très poignant et très très touchant. Voilà, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, moi j'en aurais bien une. Dans ce recueil de témoignages, est-ce que parmi ces tortionnaires nazis, il y en a qui ont écrit? Est-ce qu'il existe des lettres aussi de ces gens-là? Est-ce que vous en avez idée, connaissance ou... Pas grand-chose à ma connaissance. À l'inverse, j'ai appris hier, j'ai croisé quelqu'un qui est le fils d'Habib de l'Oncle, qui est un homme d'un certain âge et qui m'a raconté une histoire qui m'a donné froid dans le dos. Son père a été déporté à Buchenwald et est arrivé à extraire de Buchenwald un cahier qui était une sorte de journal dans lequel il a raconté ce qu'il vivait. Récemment, on a découvert d'autres textes à propos d'Auschwitz. Ce cahier, il a utilisé un subterfuge, il est arrivé à lui donner une fausse couverture qui a fait qu'il a pu le faire sortir, il a pu le sortir, le garder. C'est une histoire incroyable. Ce cahier a été donné à l'ordre de la Libération à Paris, près des Invalides. Et l'ordre de la Libération n'en fait rien, n'en parle pas et ne le fait pas publier. Là, je suis tombé de ma chaise. Je ne comprends pas. Il y a des moments où je ne comprends pas. Parce que des choses comme ça, il est vital de les publier. C'est ce que j'appelle des traces, c'est ce que j'appelle des pièces à conviction. Une grande partie de mon travail, qu'il ait porté beaucoup des librios qui sont là, qui sont volontairement vendus quelques euros pour qu'ils puissent rentrer dans toutes les classes, véhicule les paroles des résistants, ces paroles de l'ombre, véhicule les paroles des gens qui ont vécu la débâcle. Tous les gens qui vilipendent les migrants ont oublié que pendant la débâcle en 1940, les 2/3 de la France étaient sur les routes. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient sur les routes. Ils étaient traités comment sur les routes? Parfois bien accueillis, mais la plupart du temps rejetés, comme des renégats, comme les migrants d'aujourd'hui. On leur disait « revenez, revenez chez vous ». C'est-à-dire qu'au sein même de la France, ils n'étaient pas chez eux. Ils venaient envahir des provinces. Ils venaient manger le pain des locaux en allant acheter dans les épiceries avec le peu d'argent qu'ils avaient de quoi manger. C'était un des étés les plus chauds du siècle. On ne parlait pas encore de réchauffement climatique l'été 40. Il y a des gens, des Français, qui rançonnaient d'autres Français sur les routes en leur vendant l'eau et en vendant aux bébés, aux jeunes mères, l'eau à prix d'or. Les œufs étaient vendus au prix du caviar. Enfin, c'était quelque chose d'épouvantable. Donc la nature humaine pouvait exprimer ce qu'elle a de pire dans l'entraide, dans l'exploitation de la misère humaine, ou ce qu'elle a de meilleur dans l'entraide. Ça, c'est parole d'Exode. Parole de l'ombre, c'est la parole des résistants, sachant que pour les nazis, il était beaucoup plus grave de résister par l'esprit que de résister avec les armes. Et il y a en France eu tous ceux qu'on appelle les petits soldats de l'écrit, des profs, des imprimeurs, des colporteurs de tracts. Les profs, les imprimeurs, quand ils étaient pris, les nazis voulaient dissuader les autres. Donc on les envoyait souvent en Prusse. Et beaucoup ont fini décapités. On décapitait à la hache, car dans les idées SS, décapiter à la hache, c'est perdre toute dignité humaine. Vous êtes ridicule quand on vous décapite à la hache. Et c'est épouvantable. C'est épouvantable comme destin, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est monstrueux, parce que voilà, il y a Parole du jour J sur les témoignages des gens qui ont débarqué. Dans Parole du jour J, j'ai des témoignages d'Allemands. J'ai pas uniquement des témoignages d'Américains, de Français, d'Anglais, de Canadiens. Il y a des Allemands qui ont témoigné, qui ont raconté ce qu'ils vivaient. Mais en ce qui concerne les camps, les gens qui étaient dans les camps étaient quand même des gens un petit peu particuliers. La plupart du temps, c'était des SS. C'est donc des gens qui avaient prêté serment. Les seuls SS contraints ont été des malgré nous alsaciens qu'on a obligés à s'engager dans la SS, mais eux
on les envoyait pas dans les camps en général, on les envoyait sur le front russe. C'était un peu différent. Mais il y a très peu de choses qui soient sorties de tout ça. Et les seules traces qui restent, c'est que beaucoup d'Allemands de SS étaient des maniaques de la statistique et n'ont pas eu le temps de détruire toutes les listes, toutes les archives, les listes des convois, tout ce qui existait. D'autres questions, oui. Sinon, en Allemagne, je crois que la ville s'appelle Alrosen. Oui. Il y a plein d'archives qui ont été récupérées et qui sont à qui je leur ai envoyé un mail à cette ville-là. Parce que j'ai un oncle qui a été déporté. J'ai un oncle qui a été déporté à Dora. Et donc, j'ai écrit à Alrosen, aux fameuses archives, hein, et j'ai eu quand même des renseignements nouveaux, quoi, hein, oui. Concernant dans quelles conditions il était mort à Dora. Vous avez entendu parler de cette... il y a plein d'archives, je crois que c'est Alrosen, lui, oui, et on peut écrire pour demander des renseignements sur une personne qui est morte en déportation. Alors, il y a un camp qui est important, car c'est un des seuls camps situés en France, qui soit allé jusqu'à ce point-là. Il y a eu d'autres camps en France, mais c'est le camp du Struthof, Natzwiller. Ce camp est important car dans l'idéologie des nazis, c'est le camp où on envoyait les gens pour les dissuader de résister. Tout dans ce camp était fait pour qu'on y meure, mais le plus lentement possible, en souffrant le plus possible. Je suis allé visiter ce camp. Tous les matins, les gens étaient réveillés quand le jour n'était pas encore levé, obligés à une séance de gymnastique obligatoire. C'était hyper sadique car les marches, parce qu'on est à flanc de montagne, donc il y a des marches, avaient été scientifiquement disposées pour briser le rythme. Donc, après avoir fait 3 mètres en courant, vous étiez déjà... et quand vous tombiez, souvent, c'était pas bon du tout. Ça risquait de mal finir. Les gens, dans la matinée, étaient occupés à ça. Et dans la journée, on les obligeait de travailler pour creuser un tunnel qui ne servait à rien. Ils creusaient un tunnel pour les épuiser. Donc, le Struthof, c'était terrible. C'était un camp spécialisé dans la dissuasion. Et on faisait savoir ce qui se passait au Struthof. Ça voulait dire à tous les gens qui n'avaient pas encore résisté, vous voulez résister? Suivez mon regard. C'est diabolique, le Struthof, Natzwiller. Oui. D'autant plus que le lieu du camp a été scientifiquement choisi lui aussi. Je suis allé camper avec des scouts dans cette région-là. C'est une région qui est pas loin du Haut-Königsbourg, où le climat, dans les intersaisons, peut changer d'une seconde à l'autre. Il peut faire 20 degrés, puis 3 degrés. Un jour, on a été pris comme ça dans un changement de temps. Il y avait une troupe de 25 scouts. On est revenu dans la vallée. Il y en a 10 qui se sont évanouis à cause du choc thermique et climatique. Donc tout avait été calculé. Oui, moi je corrobore ce que vous avez dit sur les chambres à gaz et les fours crématoires, parce que je suis fils de déporté. Je suis fils d'une déportée rochelaise, et c'est une déportée résistante, hein, pas juive. Et moi j'avais 4 ans et demi quand elle est partie, et au retour j'avais un frère et 2 sœurs, tout de suite à nous raconter ce qu'elle avait vécu dans les camps. Mais il y a beaucoup, j'ai accompagné des déportés, moi encore il y a 3-4 ans, il y avait encore des déportés sur La Rochelle et sur l'île de Ré. J'allais accompagner ces déportés dans les collèges et les lycées qui allaient témoigner. Je peux vous dire que quand ces déportés témoignaient, c'est un silence de mort dans la salle. On entendait on aurait pu entendre une mouche voler. Et par contre, quand ces déportés avaient fini de raconter leur vie, les élèves venaient après demander des renseignements. Et les jeunes, quoi qu'on dise, sont très friands de cela. Et donc, les chambres à gaz, et quand vous dites que
j'ai été visiter naturellement aussi le camp du Struthof. Hein. Mais quand vous dites que le matin, l'appel, ma mère était au seul camp de femmes qui avait été fait expressément pour les femmes, le camp de Ravensbrück, hein, près de la mer Baltique, là-bas au bord de la mer Baltique. Eh bien, à 4 heures du matin, ils étaient à l'appel, ils devaient emmener les morts à l'appel. Et les morts, ils les traînaient entre deux. Ils étaient obligés de déporter. Alors c'était dans tous les camps pareils. Hein. Et ils étaient obligés d'emmener les morts pour que les SS comptent les gens. Alors les appels, comme ils appelaient, duraient des heures parce que souvent une fois les SS comptaient et les déportés qui n'avaient plus de force de soutenir le mort le lâchaient. Alors il manquait une tête naturellement, ils se trompaient et ça durait jusqu'à. Alors c'était souvent une fois l'hiver, ils étaient même souvent une fois pieds nus dans la neige, par moins 20, moins 25, hein, je peux vous dire. Et donc, ce que vous corroborez sur les ondes d'air commando, effectivement, ma mère a entendu parler de ça aussi, à les ondes d'air commando, à les côtoyer hein, aussi. Hein. Eh bien, ce que vous dites, c'est la réalité. Et malheureusement, comme vous dites, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis avec le président, ben, croyez-moi, j'ai peur que ça revienne. Ben, ce qui était terrible en plus, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites ou édulcorées par rapport au camp. D'abord, énormément de déportés, dans les années qui ont suivi la guerre, un nombre non négligeable s'est suicidé. Parce qu'on ne voulait pas les entendre. La vie repartait, ça plombait l'ambiance. Les gens disaient, mais arrêtez avec tout ça. Et ils voulaient revivre, ils avaient envie de vivre. Donc on ne les écoutait pas. Et ça a été très lourd pour beaucoup. Puis il y a des choses qui n'ont pas été dites. D'abord, cette science avec laquelle les nazis instrumentalisaient des déportés. Les capots étaient des déportés. Les Sonderkommando étaient des déportés. C'est-à-dire, tout était utilisé. Et puis quand les gens refusaient ce qu'on leur demandait, et beaucoup, c'était le cas de Casimir, enfin beaucoup ont eu des remords épouvantables, c'est que de toute façon, s'ils refusaient, c'était la chambre à gaz direct. Donc ça leur posait. Il y a un très beau film qui a été diffusé récemment sur certaines antennes sur le tatoueur d'Auschwitz. Les tatoueurs étaient aussi des déportés. Puis il y a des choses qu'on n'a pas racontées, que Simone Veil n'a jamais racontées. À Buchenwald, la plupart des femmes étaient obligées de subir les bordels nazis. Elles servaient de recrues au bordel nazi, au bordel des SS qui étaient là. Et je pense que ça, évidemment, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais en plus de tout le reste, il y a eu ça. Tout ça est totalement monstrueux. Une anecdote, je peux vous citer de ma mère, qui est revenue, hein, qui est morte à 103 ans dans son lit. Eh bien, elle avait été, et ça faisait plusieurs jours qu'elle avait de la fièvre. Elle ne voulait pas y aller ce que vous appelez le revire. C'était l'infirmerie. Parce que le revire, c'était l'antichambre des chambres à gaz. Mais elle était obligée d'y aller quand même au revire, et elle y est restée un peu plus de 8-10 jours. Et puis un beau jour, puisque comme vous dites, les SS employaient les compétences des déportés, hein, la chef, la responsable du revire, c'était une médecin tchécoslovaque, hein, Clara, et un beau jour a dit à ma mère, alors je ne sais pas comment ils arrivaient à se comprendre dans un sabir, elle lui dit, bah Odette, ce soir, va te coucher dans ton bloc et tu reviendras demain et va là-bas. Ma mère lui dit non, elle avait 42 fièvres, plus de 42 fièvres, elle dit, je vais crever dans mon bloc, je ne vais pas y aller. Enfin, à force de persuasion, elle y a été, et le lendemain, elle est revenue, et malheureusement, il n'y avait plus personne dedans le revire, et il y avait eu dans la nuit une sélection, comme ils appelaient, hein, au bon vouloir, naturellement, du chef de camp. Hein, ça pouvait être tous les 15 jours, ça pouvait être tous les mois, ça pouvait être tous les 8 jours. Voilà, donc comment elle a pu, exceptionnellement, être sauvée par cet acte de solidarité. C'est exactement l'histoire de la femme du tatoueur, qui est racontée au départ dans un livre écrit par le tatoueur en question, qui avait très mauvaise conscience pour tout ce qu'il avait vécu. Enfin bon.
Et sa femme, un jour, il a tatoué une jeune femme qui arrivait. Il s'est passé quelque chose. Au moment où leurs regards se sont croisés, il a trouvé le moyen de la revoir, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans les mêmes secteurs. Et ils se sont retrouvés après la guerre, et ils se sont mariés. Et il lui est arrivé exactement la même histoire. Elle a été sauvée par une femme médecin qui était de la même nationalité que celle que vous évoquiez, et qui, alors qu'elle était dans un état de santé épouvantable, l'a forcée à rejoindre son baraquement habituel, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. J'ai préfacé aussi un livre, c'est une histoire hallucinante, ça. C'est un jeune couple qui s'est formé avant la guerre. Ils étaient juifs l'un et l'autre. Elle appartenait à une société très huppée, et lui venait d'un milieu très, très populaire. Bon, ils se sont mariés contre l'avis des parents, qui n'étaient pas très contents. Pour eux, c'était une mésalliance sociale. Ils ont été pris en même temps, et sur le quai, quand ils ont été séparés, quand ils sont descendus du wagon, ils ont dit « on se retrouvera ». Et puis, leur arrive ce qui arrive à tous, et on se retrouve juste après la libération au Lutetia. Et là, lui est là, dans un comment dire, il est très malade, il est revenu terriblement amaigri, il est malade. Et il n'arrête pas de demander à tout le monde si on a vu sa femme. Et un jour, il est tellement... il entend un bruit comme quoi elle serait là. Alors il rentre dans un état d'excitation épouvantable, à tel point que les infirmiers qui s'occupent de lui pensent qu'il délire et lui injectent un soporifique quelconque pour le calmer. Donc il s'endort et il se réveille. Et là, il réalise que sa femme est repartie. Elle ne l'a pas trouvée. Donc il est fou, parce que comment se retrouver après, une fois qu'elle est repartie? Et il va se passer quelque chose d'hallucinant, qui est une scène de film. Il sort comme un fou, il échappe à son lit, il est en pyjama. Il sort du Lutetia, il passe dans le tourniquet. Et au moment où il sort, elle rentre. Parce qu'elle s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il doit y avoir quelque chose. Et ils se croisent dans le tourniquet. Et ils s'embrassent et tout le monde applaudit et ils se retrouvent. Et la fin de ce couple qui a survécu à tout est tragique. Quand j'étais en contact avec eux, ils avaient, avec l'aide de quelqu'un, écrit leur histoire et j'ai préfacé leur livre. Mais lui est tombé très gravement malade. Il avait un mauvais cancer. Il était soigné. Et il est tombé sur un crétin, un médecin crétin, qui, au lieu de prendre soin de lui et de ne rien lui dire, lui a tout dit, lui a tout déballé, en lui disant, ben voilà, vous êtes condamné, ça va durer quelques jours. Et cet homme, qui avait survécu à tout, n'a pas tenu le coup. Le compte à rebours a été lancé. Et il s'est suicidé, il s'est pendu. Il n'a pas tenu le coup jusqu'au bout. Donc, ce que toutes les horreurs du camp, de la déportation, de ce qu'il avait enduré, n'étaient pas arrivées à faire, un médecin stupide l'a engendré en ne prenant pas les précautions de... qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à partir du moment où il avait constaté ça? Il fallait lui dire, écoutez, monsieur, revenez chez vous. Allez vous faire dorloter. Et puis voilà, puis ne rien dire. Et puis les choses auraient suivi leur cours. Il aurait peut-être vécu parce qu'il y a des périodes de rémission. Mais il n'a pas tenu le coup. On lui a annoncé le compte à rebours. Il y a un livre qu'il faut lire aussi, je viens de terminer, c'est La sage-femme de... Oui. Très 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 beau. Monsieur, là-bas, non? Bonsoir, merci d'abord, parce que c'est un très très grand moment. Vous avez deux parties. Vous avez la première partie avec l'histoire phénoménale du général de Gaulle, et de cette antichambre un peu de l'appel du 10 juin. Et puis la seconde partie, effectivement, que vous avez raconté sur les horreurs nazies. Et vu notre âge, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes tous un peu
gens de notre famille qui ont connu quelqu'un qui effectivement a eu à souffrir, à périr, va être torturé par le régime nazi ou le régime pétainiste, parce que le régime de Vichy est un régime nazi. Bien sûr. Il faut le dire. Et d'ailleurs, j'aime bien lorsque sur certains monuments en France, il est marqué, pour commémorer les morts, les victimes, il est marqué « victimes du nazisme et du régime de Vichy » aussi, parce qu'il faut les associer, on ne peut pas les dissocier. Et ce que je veux dire aussi, donc moi j'ai un père qui a été à 16 ans embarqué dans la résistance, dans les maquis Sévenol, un maquis qui a été complètement dévasté, qui a dû faire 200 km pour aller vers l'Espagne pour se reformer, etc., poursuivi. Il faut savoir qu'on connaît les maquis, on connaît Tulle avec les crocs de boucher, mais à Nîmes, il y a eu aussi les mêmes résistances près de la gare qui ont été pendues. Moi, j'ai vu mon père pleurer devant ça, parce qu'il les connaissait tous, c'était ses amis. Et mon père m'a laissé une grande leçon républicaine d'abord. Là, on rejoint De Gaulle, la République, la France. Belle notion. Et puis il m'a dit, il faut, mon fils, j'ai tué des gens dans la résistance, j'avais 16 ans, 17 ans et tout, j'ai tué des SS, j'ai tué des gens de certaines divisions SS, etc. et tout, pour la France, pour me défendre, pour défendre les populations. J'aimerais que tu n'aies pas un jour à devoir tuer, comme je l'ai fait, parce que c'est quand même douloureux. Et pour cela, il faut être vigilant. Et ce que j'ai apprécié dans votre discours, de ce que vous nous avez dit, c'est que effectivement, vous avez évoqué cette vigilance possible, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas très loin de ce qui s'est passé. Vous avez cité Trump et les hordes, aujourd'hui la police américaine, la police fédérale, dans certains États qui chassent des Mexicains, etc., avec une violence inouïe. Il y a des films qui passent, des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux. C'est assez horrible. Mais je vais revenir en Europe, rapidement. Il faut savoir qu'il s'est tenu, il y a moins d'une semaine, à Madrid, une réunion qui n'est pas anodine, une internationale, pas rouge celle-là. L'internationale rouge, on connaît aussi, les crimes continuent à se perpétuer par la Corée du Nord et d'autres pays, la Chine, etc. Et tout. Mais cette internationale noire, elle s'est réunie à Madrid, tranquillement. Il y avait des Français dedans. Absolument. Et là, Marine Le Pen, oui. Marion Maréchal, Zemmour, qui était d'ailleurs chez Pen, etc. Et là, je me suis rappelé ce que me disait mon père, qui est mort maintenant il y a une vingtaine d'années. Oh, il faut que tu sois vigilant. Ben, ce que vous dites est très important. J'ai écrit un parole de nos soldats en collectant les témoignages des soldats, grosso modo, essentiellement, bon, j'ai fait des petits rappels pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout à partir de la guerre d'Indochine jusqu'à hier soir. Et j'ai appris quelque chose qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Je pensais, comme beaucoup d'entre nous, que les soldats sont admirables, parce que ce sont des gens qui font un cadeau aux gens que nous sommes, quand ils s'engagent, quand ils se battent, ils sont prêts à sacrifier leur vie. Et je pensais que c'était ça l'essentiel. Et puis je me suis rendu compte d'autre chose. À travers les témoignages que j'ai collectés, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très lourd à porter, qui était un cadeau plus grand encore. Quand on est soldat, on est amené à prendre des vies. Et un être normalement constitué ne métabolise jamais ça. J'évoquais auprès d'amis le cas de ce commissaire de police qui est au Bataclan, qui a une arme de poing, qui est avec son adjointe, qui va arriver à tuer un des terroristes. Après, il se tire avec son adjointe parce que les autres les poursuivent avec des kalachnikovs. C'est indiscutable. En tuant ce terroriste, il a évité que le terrorisme, dans les minutes qui suivent, ne continue à estropier, à massacrer des jeunes. Mais pour autant, il a tué quelqu'un, il a pris une vie. Et ça, on a toujours des arrière-pensées. Et j'ai réalisé que le plus beau cadeau qui nous est fait par ces soldats, c'est d'assumer de prendre ces vies. C'est terrible à dire, mais c'est une autre forme de sacrifice terrible, de faire ce type de job, parce qu'on s'en remet jamais, bien entendu. Parce qu'on sait très bien que
derrière la vie de tout être, fut-il haïssable, il y a une mère, il y a des gens qui vont souffrir, il y a éventuellement des enfants, il y a tout un tas de dégâts collatéraux. C'est jamais anodin. J'étais très ami avec cette résistante qui est morte il n'y a pas longtemps, dont le nom va me revenir, qui a tué, pendant longtemps je ne l'ai pas comprise, elle a tué un officier allemand sur le pont des Arts. Oui, Madeleine Riffaut, sur le pont des Arts. Pourquoi elle l'a tué? Alors je me disais, à chaque fois on la glorifiait, quand il y avait un anniversaire, je me dis, bon, bah, elle a tué un homme d'un certain âge, elle l'a battu d'une balle, où est le fait de gloire? J'avais rien compris. Quand je l'ai approchée, elle m'a raconté son histoire. C'est une époque où le Conseil national de la résistance a dit aux Parisiens, il faut vous libérer vous-même. Il ne faut pas attendre les Américains, parce que les Américains, après, ça sera bien gentil, mais ils vont chercher à mettre la main sur tout. Et d'ailleurs, on sait qu'ils ont voulu imposer une monnaie, donc ils ont fait un travail magnifique, ils ont été formidables. Mais rien n'était désintéressé. Il y avait aussi une forme d'impérialisme qui était toujours là. Puis ça a été tardif, c'est pas venu tout de suite. C'est venu, s'il n'y avait pas eu Pearl Harbor, ça serait peut-être jamais arrivé tout ça. Et donc, le Conseil national de la résistance a dit aux Parisiens, vous allez tuer de façon spectaculaire des soldats allemands pour montrer qu'ils ne sont pas invincibles et pour faciliter les fêtes. Donc on dit ça à tous les gens qui étaient... Les hommes se défilent, les hommes se dégonflent. Et seules les femmes ont dit, eh ben nous on va y aller. Et pourquoi Madeleine? Parce que Madeleine, il y avait deux horreurs dans sa vie. Ses parents étaient des instituteurs amis de ceux d'Oradour-sur-Glane, qui avaient brûlé avec les enfants dans l'église. Et donc les parents, les instituteurs d'Oradour-sur-Glane étaient les amis de ses parents. Il avait bercé sur ses genoux quand elle était petite, Madeleine. Donc ça a été le premier truc. Le deuxième truc, elle est résistante et ils prennent une armurerie du côté de la Bastille pour prendre les armes. Et là, le patron de son unité de résistance fait une connerie. On l'avait briefé, on lui avait dit. Il fait ce qu'il avait à faire. Il se retrouve devant un officier allemand qui se met à genoux, qui lui raconte, qui lui déroule son grand prêchi-prêcha en lui disant pitié, j'ai une femme, des enfants, Tagada. Et le type le gracie et le laisse partir. Très lourde erreur. Parce qu'on était encore en pleine guerre. Et le soir même, il a été vidé de son unité de résistance. On lui a dit, écoute, tu as désobéi aux ordres. Surtout pas laisser partir quelqu'un. Maintenant, ce type t'a vu, tu risques gros. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le type est vidé. Madeleine est son amie. Elle cherche à le revoir. Il est étudiant en médecine. Et il se donne rendez-vous à la morgue. Il y a une cour dans la morgue à Paris, il y a un banc. Et là, Madeleine vient le voir. Ils ont rendez-vous. Ce jour-là, un camion, un convoi allemand, de soldats allemands, passe dans la rue. Et dans ce convoi, il y a l'officier qui est là, qui a repris son job. Et l'officier, en passant, voit le type qu'il a gracié 3 jours plus tôt, ou 8 jours plus tôt. Il sort décontracté de son camion, il fait comme de rien n'était, il marche à travers la cour, et quand elle arrive à la hauteur du résistant qui a été évacué de la résistance, il sort son Luger, son pistolet, et il l'abat. Alors il le blesse très grièvement, il ne le tue pas, l'autre est envoyé à l'hôpital, et puis ça va mal finir. Mais donc, et là, ce deuxième truc d'un type qui a été monstrueux, qui avait été gracié et qui n'a pas usé de retour. Et elle était l'amie d'Éluard, je crois, d'un poète qui lui a dit « Tu as mobilisé les armes de la douleur ». Donc elle a accepté de faire ce job, et alors là, il lui est arrivé un destin incroyable. Elle va sur ce pont, et il y a un officier allemand d'un certain âge qui regardait la scène d'un air rêveur. Elle vient derrière lui, mais elle ne voulait pas l'abattre dans le dos. Elle se met derrière lui,
Elle attend qu'il se retourne. Et là, elle le regarde droit dans les yeux et elle l'abat. Malheureusement, il y a un collaborateur, un milicien de haut grade, qui est avec sa maîtresse en voiture, qui prend du bon temps. Il passe et il assiste à la scène, il voit Madeleine abattre le type, et Madeleine se sauve sur son petit vélo, après avoir remis le pistolet dans son sac à dos. Il la poursuit, parce qu'il sait que s'il remet un résistant pris en flagrant délit de résistance rue des Saussets à la Gestapo, il touche 1 000 € tout de suite. Enfin 1 000 €, pardon. 1000 francs. Enfin une somme qui était lourde à l'époque. Alors il ne s'embarrasse pas, il la percute avec sa voiture, il lui roule dessus et il la livre. Et là, il a eu beaucoup de chance, Madeleine. D'abord, elle a été très intelligente. Elle avait 18 ans. Avec les SS, elle a dit qu'il était tuberculeuse, ce qui était vrai. Elle n'avait pas pu résister jusqu'en 1942, elle était dans un sanatorium. Et là, comme elle était passée sous la voiture, elle crachait du sang parce que, bon, c'est pas bon de passer sous une voiture. Et elle a dit aux SS qu'elle était juive, ce qui n'était pas vrai, et qu'elle était tuberculeuse. Double facteur d'impureté pour les SS, donc ils ne l'ont pas violée. Mais ils l'ont abondamment torturée. Et ils ont fait devant elle une chose horrible. Elle était formée, Madeleine. Elle savait que si on arrivait à se taire pendant un certain temps, ça donnait le temps à son réseau de se disperser. Donc elle se tait. Alors les Allemands l'ont dit, tu veux pas parler? Après l'avoir bien torturée, ben ça va être simple. Ils ont fait venir devant elle un petit couple de lycéens résistants qu'ils avaient arrêtés. Ils lui ont dit, voilà, on va les torturer à mort. Si tu dis rien, ils vont mourir. Et ça sera de ta faute. Et ils les ont tués à petit feu devant elle. Elle s'en est jamais remise. Jusqu'à la fin de sa vie, ça a été son cauchemar. Alors après, elle a eu beaucoup de chance. Elle a été condamnée à être déportée. Elle a fait croire qu'elle était enceinte. Elle n'a pas été déportée. Elle a été condamnée à mort, mais échangée avec des hauts dignitaires nazis. Il y a eu un échange grâce à un diplomate scandinave à l'époque. Le lendemain de sa libération, elle reprend du service. Elle attaque un convoi d'officiers allemands qui fuyait Paris dans le parc des Buttes Chaumont, où passait une ligne de chemin de fer, à la grenade, avec 20 hommes. Elle fait 200 prisonniers. C'est pour ça qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur. C'était une femme incroyable. Sa carrière ne s'est pas arrêtée là. Elle a été journaliste pour le Parti communiste français pendant la guerre d'Indochine et pendant la guerre d'Algérie. Elle est la seule à être allée du côté Viet Cong pour travailler comme journaliste. Et elle est tombée amoureuse là-bas d'un type qui était le ministre de la Culture vietnamien. Il y a eu une très belle histoire d'amour que le patron des Viet Cong a dû faire cesser en disant elle est magnifique votre histoire d'amour, mais politiquement parlant, ça ne peut pas le faire. Et elle a été désignée comme d'autres journalistes par l'OS, qui pendant la guerre d'Algérie a interdit aux journalistes de faire leur boulot. Et elle a été victime d'un attentat en faisant son boulot avec Jean-Pierre Farkas et une journaliste du Parisien libéré. L'OS a jeté contre sa voiture, la voiture où elle était. Ils étaient très bien renseignés, ils connaissaient son trajet. Ils ont jeté un smirmorque. Elle était à la place du mort, elle a tout pris. Il lui manquait un os dans le bras. Elle a été laissée pour morte. Et une jeune gaulliste qui habitait ce quartier d'Oran, je crois, est arrivée à l'extirper de la voiture, totalement inconsciente, avant que l'OS ne vienne l'achever. Alors, à la fin de sa vie, quand elle se cassait un col du fémur, quand elle avait un problème, elle était soignée aux Invalides, étant donné son passé. Et quand les internes regardaient les radios, ils lui disaient, en regardant l'état de son corps et de son squelette, « Madeleine, ça, c'est la Gestapo ou c'est l'OAS ?» Voilà qui était Madeleine Riffaut. Je crois qu'il y avait une dernière question, peut-être. Oui, il y en a 2, là, 3. Allez-y. Oui, alors devant de telles horreurs, j'ai visité donc un camp et je n'aurais certainement pas le courage d'en revisiter un autre. Mais je pense que ceux qui ont su dire non et qui ont résisté comme il le fallait
mérite toute notre attention. Et s'il y a quelqu'un de la ville de La Rochelle ici présent, certains m'ont entendu déjà, je demande que la rue du colonel Denis soit baptisée et qu'on explique ce qu'il a fait et ce qu'on lui doit. Absolument. Je ne me contente pas d'une plaque qu'on appose dans un coin sans plus jamais en parler. Alors, j'ai une proposition à vous faire que j'ai commencé à mettre en place à la demande du maire, qui est un ancien Premier ministre, dans la ville du Havre. Le Havre a un point commun avec La Rochelle et un point commun avec quelques autres villes comme Nantes et d'autres. Ce sont des villes où a sévi la traite des esclaves, triangulaire. Je viens de faire un livre là qui a pour titre l'outrage colonial. Et alors, les autorités de ces villes, et ça doit être la même chose à La Rochelle, ont un problème. Elles ont des associations culturelles qui voudraient faire brutalement débaptiser des rues. Moi, je suis contre le fait de débaptiser brutalement une rue parce que c'est un deuxième châtiment pour les victimes. Quand on fait oublier qu'il y a eu des tortionnaires ou des monstres, si on les zappe, tout ce qu'ils ont fait est zappé. Alors, j'ai mis au point une application qu'on peut étendre dans toutes les villes qui ont ce genre de problème. Grâce à cette application, quand vous êtes dans une rue, comme vous ne pouvez pas écrire des kilomètres de texte dans la rue, c'est difficile. Vous mettez un QR code. Et il y a deux façons de prévenir les gens. Soit ils lisent le QR code avec leur smartphone, maintenant tout le monde a un smartphone, soit on leur propose, c'est une deuxième solution, quand ils passent à proximité, il y a un émetteur qui leur propose de regarder un message écrit. Et là, c'est pas un message écrit, c'est un message enregistré. Je suis arrivé à faire au Havre, où ils ont commencé, enregistré dans ma voix, je raconte, en moins de 2 minutes, c'est un podcast. Je raconte l'ombre et la lumière, ça s'appelle Ombre et Lumière. Tout personnage historique est chargé d'ombre et de lumière. Si à un moment donné, on a baptisé ces rues comme ça, c'est que ces gens-là étaient dans une forme de lumière, après ils ont basculé dans l'ombre. À l'inverse, il y a aussi des petites jeunes femmes, des obscures, des jeunes filles qui ont été de grande résistance, on ne sait pas qui elles sont. Donc Ombre et Lumière n'est pas seulement fait pour éclairer le passé monstrueux d'un certain nombre de gens et qu'on n'oublie pas leurs victimes. Il est fait aussi pour valoriser des gens qui ont basculé dans l'oubli et dont on ne sait plus qui ils étaient, ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est très facile de le faire partout, dans toutes les collectivités territoriales, en évitant donc d'avoir à couvrir les trucs de plaques, de justification, de déboulonner les statues ou les plaques de rue. Peut-être faut-il le faire dans certains cas, mais je pense que quand on le fait, il faut faire ce qui est fait souvent à Paris, on laisse l'ancien nom de rue. Parce que si on a donné le nom à une rue d'un monstre, à une époque, c'est qu'il y a eu des victimes. Donc on ne peut pas zapper en même temps que le tortionnaire et que le monstre les victimes. Sinon, alors c'est l'oubli total. En tout cas, je suis contente de savoir que le camp de Fontenay, que vous appelez camp de Saint-Jean-d'Angély, fera une commémoration importante. J'y suis déjà invitée et nous parlerons donc de la seule personne que j'ai connue. Je n'ai pas bien connu les trois, mais le colonel Denis sera honoré quand même cette année à Fontenay et j'en suis heureuse. Oui, monsieur, vous avez une question? Oui, merci. Merci tout d'abord pour cette intéressante allocution et cette présentation que vous avez fait. Moi, je voudrais revenir plus particulièrement sur ceux qui ont dit non, ceux qu'on a appelés les premiers évadés de France, qui ont donc décollé de la base 129 de Fontenay-Saint-Jean-Angély, mais qui se situe effectivement, je vous remercie de l'avoir souligné, à Fontenay. Et donc, je voudrais qu'on évoque tout de même quand même le 20e passager, qui est une passagère. Je veux parler de Pervenche Rose Goumin, qui était l'épouse du capitaine Goumin, et qui a intégré donc l'appareil au petit matin du 20 juin avec son époux, qui était alors c'est lui qui dirigeait l'école de radiodéliant. Et arrivée en Angleterre, elle aussi s'est engagée au service de santé des forces aériennes françaises libres,
Elle a parcouru plusieurs théâtres d'opération et elle a terminé avec une Légion d'honneur et le grade de capitaine. Donc on peut quand même souligner que l'unique femme du groupe a quand même très bien tiré son épingle du jeu. Malheureusement, évidemment, elle a perdu son mari qui est mort en service aérien, puisque des évadés de Fontenay, 6 ont perdu la vie en service aérien, 6 ont été décorés effectivement de l'ordre des compagnons de la Libération, 9 ont été décorés de la Légion d'honneur, et enfin voilà, la plupart ont fait effectivement de brillantes carrières. Et merci également d'avoir rappelé qu'à Fontenay, il y aura effectivement le samedi 21 juin une très belle cérémonie pour rendre hommage aux forces aériennes françaises libres, et plus particulièrement à ceux qui ont décollé de la base aérienne de Fontenay-Saint-Jean-Gilles. Oui, et puis c'est très bien d'avoir évoqué cette femme, parce qu'elles sont en général les grandes zappées de l'histoire, la plupart du temps, alors qu'elles ont eu on le voit avec Madeleine Riffaut, on le voit avec d'autres, beaucoup ont eu un rôle très, très important, mais on les oublie, on les gomme. Les silences de l'histoire. Oui, absolument. Alors, j'ai publié récemment ce livre aux éditions Le Passeur sur l'outrage colonial, qui prend une actualité très chaude avec ce qui se passe dans les dom-toms, où les situations ne cessent de se pourrir depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, et où on continue on attend que tout éclate pour commencer à... On est vraiment dans une situation... Récemment, en voyant ce qui se passait en Russie, où Poutine réhabilite les goulags, et ce qui se passe aux États-Unis, j'évoquais Hitler, des gens m'ont dit que j'exagérais. Il y en a un qui est beaucoup plus crédible que je ne le suis, qui s'appelait Aimé Césaire. L'outrage colonial, ce sont des paroles de victimes du colonialisme et des colonisateurs. Je suis catholique, mais j'ai créé depuis 3 ans beaucoup d'émissions sur les antennes de fréquences protestantes. Nous avons adapté ce livre. Vous pouvez retrouver en podcast l'adaptation de l'outrage colonial en podcast sur les antennes de fréquences protestantes. Il suffit d'aller sur le site et vous trouverez on en a fait, je sais pas, 8 ou 10 épisodes. Ces mots, terribles à lire quand on les lit à voix haute, ils deviennent encore plus épouvantables quand il s'agit de colonisateurs qui justifient leur racisme, qui justifient le rejet de l'autre. Et à l'inverse, d'une force considérable, quand ce sont les mots de Senghor, de Césaire, de ces gens que certains disaient débiles et sous-développés, alors qu'il y a des argumentations fabuleuses. Et Césaire évoque l'esprit d'Hitler, en montrant très bien que dans le colonialisme, on retrouve ce type d'esprit qui aboutit à l'impasse. Et quoi qu'il se passe actuellement, mes congénères catholiques, je suis catholique, me déçoivent, car 70% parmi eux sont contre les migrants. Or certes, la migration pose des problèmes, mais on ne peut pas... Elle tisse l'histoire du monde. L'histoire du monde n'est faite que de migration, c'est comme ça. Et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que dès aujourd'hui, quand on dit qu'il faut les renvoyer dans leur pays, la plupart des migrants ne peuvent même plus revenir dans leur pays car ce sont des réfugiés climatiques. C'est-à-dire que même dans leur pays, on ne peut plus les accueillir. Et ils viennent de zones qui ne sont plus vivables. Et dans les camps de réfugiés, qui sont partout où on le sait, il y a une majorité de réfugiés climatiques. Il n'y a pas que des réfugiés politiques, il n'y a pas que des réfugiés économiques. Il y a déjà beaucoup de réfugiés climatiques. Il y a des zones du monde où on ne peut plus vivre. Et si demain, vous aviez des enfants et si vous naissiez dans un endroit de ce genre, vous n'auriez qu'une envie, c'est de sortir. Et c'est normal et c'est heureux. Alors bien sûr, ça pose des problèmes d'engorgement. Mais il y a une expérience très intéressante à faire. Les Italiens, aujourd'hui, c'est la fine fleur des racines de l'Europe. On les magnifie partout et on a bien raison de le faire. Relisez ce qui était dit des Italiens dans les années 20, où on organisait des safaris anti-italiens, et le vocabulaire dans la presse, qui souvent souffle dans le sens du vent d'une manière ou d'une autre, était exactement le vocabulaire anti-italien qu'on a employé dans les années 60 contre les Maghrébins. L'italien, c'était le tricheur, l'homme qui sortait son couteau et qui touchait à nos femmes. Voilà comment on résumait l'italien. Ce qu'on a dit du maghrébin, après qu'on en ait beaucoup peu. Bon. Donc tout ça est terrible. Et on ne peut pas élever nos enfants ou la société dans le rejet de l'autre.
Ça n'est pas possible. Alors même si ça pose des problèmes qu'on ne peut pas nier et qu'il faut gérer, il y a là, malheureusement, une attitude de la plupart des partis politiques, quelle que soit leur tendance, qui ont tendance à aller dans ce sens-là parce qu'ils savent que ça apporte des voix. On développe des sortes de mythes, de phobies sécuritaires et autres. Et puis alors surtout par rapport à ce que vous disiez, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui se désinhibent. Hein, et il y a de plus en plus... Il y a une tendance, c'est cyclique, il ne faut pas en déduire qu'on vit une décadence épouvantable. C'est un mauvais moment du cycle, c'est comme un balancier d'horloge d'histoire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus de mal à faire le départ entre le bien et le mal. Et ça c'est un vrai problème. Parce que le mal est là. J'ai un parrain qui s'appelait André Frossard, qui avait écrit un livre qui était « Dieu existe, je le rencontrais », et qui avait écrit un autre livre sur le diable, les 36 preuves de l'existence du diable, ou quelque chose comme ça. Le diable, c'est une belle réalité. Et on s'en rend compte actuellement, il est là. Il est là. Je pense que on peut peut-être interrompre ici cette rencontre.